Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et bienvenue pour ce nouveau podcast des podcasts de Boxe Attitude. Décidément, j'arrive pas à le faire, je viens déjà de me reprendre. Bref, les gars, aujourd'hui on va faire un petit tour d'horizon. Il n'y a pas 50 000 actus. Je vous avais dit que c'était un Comment va la boxe qui était coupé en deux pour pas qu'il soit surchargé. Donc du coup on va revenir sur les résultats des deux événements qui ont eu lieu ce week-end, parce qu'on a fait les post-week-end dans le dernier podcast. Et avant de démarrer, deux petites choses. J'avais envie de faire un Comment va la boxe, mais dédié à la boxe féminine. Donc Comment va la boxe féminine. Et je me suis dit, pourquoi pas avoir une invitée, en l'occurrence Nadia, lors de ses émissions spéciales. Et on va faire ça une fois par mois. Et je lui ai même proposé qu'on le fasse une fois ici, sur la chaîne de podcast Boxe Attitude, et une fois chez elle. Donc on verra bien comment on s'organise, mais je trouvais que c'était bien de réunir en un podcast les infos qui ont lieu autour de la boxe féminine. Et puis comme vous l'avez vu dans les dernières vidéos que j'ai faites, ce sont des vidéos qui cartonnent vraiment, les gens ne demandent que ça, n'attendent que ça. Allez, on arrête de plaisanter. En parlant de ça, même si elles ne font pas énormément d'audience, il y a eu pas mal de commentaires sous les derniers sujets boxe féminine. Pourquoi je vous dis ça? C'est justement le deuxième point que je voulais faire en entrée de podcast. Lors du podcast d'hier, je sais plus quand c'était les gars, désolé. Elle a bien marché, la vidéo. Si elle fait 1000 vues, moi je suis content. Enfin, 1000 clics, 1000 écoutes, on va dire. Je suis content. Par contre, assez peu de commentaires. Voilà, vous étiez... Alors que c'est l'annonce du prochain combat des Usyk. Il y avait quand même pas mal... Terradji qui combattait. On parle quand même d'un des meilleurs boxeurs au monde actuellement. Donc n'hésitez pas à participer en commentaire. Pour ceux qui ont participé, les gars, donc j'ai lu vos retours. Ok, je me range de votre côté par rapport à la perf de Terradji, le fait que, finalement, l'arrêt de l'arbitre semble, à vos yeux, justifié, totalement justifié. Donc je me range de votre côté. Voilà, j'ai donné mon opinion. Et ok, aucun problème. Je me dis que vous avez pas tort. Vous avez pas tort. Vous étiez peut-être un peu plus lucide que moi sur ce combat-là. Donc merci pour vos retours. J'ai lu ça juste avant de commencer ce live. Maintenant que ceci est dit, on va continuer un peu sur la thématique du Japon, parce que forcément, quand on a des combats qui sont autour de la catégorie des supercoqs, on n'arrête pas de se dire, est-ce que c'est potentiellement le prochain adversaire de Naoya Inoue? Et là, il a clairement été cité lors de la soirée anglaise, donc à Liverpool. Alors moi je regardais, j'ai fini le match de rugby et ensuite j'ai zappé, donc j'ai pas vu grand chose de la soirée. J'ai juste vu le Common Event. Il y a eu un KO sympathique, un KO assez impressionnant, bien pour faire des highlights sur les réseaux et faire une petite vidéo virale. Mais le combat que j'attendais, c'était Nick Ball contre Teji Doheny. Qui a eu pas mal de tension autour de ce combat-là, et la tension, on la ressent dès les premiers échanges, dès le premier round, avec une fin de premier round. En fait, déjà, ce premier round, pour moi, avant de parler de ce qui se passe à la fin du round, qui a bien sûr circulé partout sur les réseaux, vous connaissez, ce premier round, pour moi, il m'a donné un peu le ton de... finalement, ce que je me suis dit, c'est... En fait, c'est fou qui est Naoya. Parce que Teji Doheny, son comportement sur le ring, bien évidemment, je ne connaissais pas Teji Doheny avant qu'il affronte Naoya Inoue. Donc moi, mon référent que j'avais pour lui, c'était contre Naoya Inoue. Et là, je vois son comportement face à Nick Ball. Je me dis, mais qui est ce boxeur en fait? Je le vois, il provoque, il est dans son combat, tu vois, il pique, il s'en va, tu vois, il a une boxe où il faut être sûr de soi pour faire une boxe pareille. Face à lui, la Nick Ball, qui est costaud, tu vois, qui est un mec qui a un vrai taureau, et en fait, il applique la boxe qu'il doit appliquer. Teji Doheny, il a l'expérience, c'est pas un gros puncher, voilà, et il a pas un talent physique de fou, mais c'est un mec, il a le métier, il a l'œil, tu vois, il a les sens aiguisés, comme on dit, donc il fait ce qu'il doit faire. Et il emmerde Nick Ball. Et moi je me dis, mais qui est ce mec? Je vois un autre boxeur que celui que j'ai vu affronter Naoya Inoue. C'est là que tu te dis en fait le niveau de Naoya Inoue, à quel point il est extrême, tu vois. Teji Doheny, il a même pas pu exprimer ce qu'il était.
Et là, il se le permet face aux champions du monde dans la catégorie supérieure. Donc déjà, ça m'a assez impressionné. Et puis l'autre chose que je me suis dit aussi, et après je rentre vraiment dans l'opposition et ce qui s'est passé au fil des rounds, c'est que tu vois, par exemple, les Anglais par rapport à nous, hein, mais par rapport à plein d'autres pays, mais les Anglais, je pense qu'on peut retrouver ça au Japon aussi, c'est cet esprit de, tu vois, Teji Doheny, il se fait fumer contre Naoya, vraiment, on oubliera tous ce combat de Naoya Inoue dans les années à venir, même les mois après, tu vois, mais il vit en Australie, mais c'est un Irlandais, ben, il est invité pour faire le main event en Angleterre, et c'est super pour lui, tu vois. Mais ça, c'est l'esprit anglais, c'est un esprit où la boxe, le sport, ils sont vraiment dans une autre culture. Alors après, on peut discuter le fait que Teji Doheny, il n'était pas légitime à une chance mondiale, ça je suis totalement d'accord avec vous. Mais je ne suis pas sur cette critique-là, je suis juste sur un constat en fait de quelle mentalité ils ont en Angleterre pour pouvoir organiser de tels combats. Et nous, on est tellement loin de cet esprit-là, de ce système box en fait. Bon bref, allez, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo, même si ça fera peut-être écho à un autre sujet qui arrivera un peu plus tard. Vous l'avez vu dans le titre, quand je parle des super moyens, et c'est un vrai foutoir, c'est un bazar sans nom, cette catégorie. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors, Teji Doheny, moi, ça m'a plu, ce qu'il a fait. Ça m'a vraiment, vraiment plu. Il frustrait énormément Nick Ball et arrive la fin de ce premier round où Teji Doheny, vicieux comme pas possible, il maintient la tête de Nick Ball donc sous son bras, longuement après la fin du combat. L'arbitre a une attitude un peu étrange, il est un peu trop attentiste, il prend pas vraiment le... il faut y aller en fait, il faut que tu mettes les mains dans le caca, il faut y aller et il faut les séparer quoi. En fait, c'est à toi d'intervenir, c'est à toi d'être ferme, d'intervenir. Nick Ball agacé parce que déjà l'autre il l'a provoqué en face à face à la pesée, il a eu des problèmes à faire le poids, bref, Nick Ball il s'agace et dès qu'il se relève il lui fout un taquet, tu vois, un coup de pied au niveau du mollet, de la cuisse. Avec l'angle de caméra on voyait pas bien. J'avais pas vu que c'était un coup de pied, moi je pensais qu'il avait mis un coup parce que la caméra se barre à ce moment-là et on voit Teji Doheny qui se roule au sol. Et Teji Doheny, je me suis dit non, arrête, il va pas arrêter le combat comme ça. Donc il finit par se relever dans son coin. Et c'est vrai que j'ai vu passer sur les réseaux que on disait que ouais, l'arbitre il aurait dû quand même un peu plus intervenir en fait. Voilà, à un moment donné tu prends tes responsabilités, voilà, c'est ça. Et t'y vas, tu mets les mains dedans et t'y vas. Donc tu reprends les deux boxeurs, à l'appel du second round, tu les prends tous les deux, entre quatre yeux, tu dis les gars par contre maintenant il faut vous calmer, sinon moi je mets un point au prochain qui fait une dinguerie. Parce que Teji Doheny t'es responsable, Nick Ball t'as pas à foutre un taquet comme ça, non mais tu te crois où, on est plus dans les années 90, détends-toi mon garçon. Bref, donc voilà, et puis le combat après, ils y vont, ils font leur combat. Nick Ball, il a gardé son sang-froid, mais je trouve qu'on a quand même vu les limites de sa boxe. Même si, attention, c'est bien ce qu'il a fait. C'est très bien ce qu'il a fait. Il continue à travailler son bras avant. Il continue à mettre le pressing. Et il savait que physiquement, ça serait dur pour Teji Doheny au fil des rounds. Et moi, c'est ce que je me disais. Je me suis dit, Doheny, ça va être compliqué de garder ce rythme-là. Parce que assez rapidement, je commençais à le sentir un peu dans le rouge. Mais ce qu'il faisait, c'était super. C'était super. C'est face à un profil comme Nick Ball, tu vois, plus petit, qui envoie des coups larges. Tu vois, il me fait penser un peu à Isaac Cruz, tu vois, ce genre de profil. Donc Teji Doheny, la tactique de combat, elle était parfaite. Elle était parfaite. Après, lui, c'est pas un génie, Teji Doheny de la boxe. Hein. On va pas se mentir. Hein. Et puis après, bon bah voilà, au fil des rounds, ça devient difficile. Je crois que c'est le 8e ou le 7e où je me dis, voilà, là, c'est qu'une question de temps là. Et puis au final, il abandonne, je crois que c'est ça, ouais, il abandonne à l'appel entre le 10e et 11e round. Bon, à mon avis, il a juste gâché la fête, Teji Doheny, parce que il a été emmerdant, comme pas possible. Et puis surtout, il y avait ce truc, il a passé le nombre de rounds que Teji Doheny il a fait avec Naoya Inoue, il en avait fait 7. Et à mon avis, ils étaient tous un peu en train de se dire il faut qu'il le stoppe rapidement, Nick Ball, en tout cas avant le 7e, pour qu'on ait un petit peu cette carte à jouer de comme, voilà, nous on l'a terminé plus tôt, allez viens Inoue, on est prêt.
Bon, ils ont quand même appelé Naoya. Moi, j'ai bien aimé un petit peu la campagne sur les réseaux de dire le meilleur anglais face au meilleur japonais. J'aime bien, c'est stylé, c'est stylé. Bon, après, Nick Ball, t'es le meilleur anglais par défaut, hein, parce que Joshua n'est plus là, et parce que surtout, Legwood n'est pas revenu, mais c'est pour moi, c'est sur ces dernières années, c'est Legwood, la figure de la boxe en Angleterre. J'allais dire la boxe anglaise, mais on va dire la boxe en Angleterre. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, vous, quel est pour vous le boxeur anglais qui est un peu le visage qui fait rayonner la boxe. Bien sûr, on met de côté Fury et Joshua. Hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi qu'on met de côté Fury et Joshua. Après, il ne faut pas oublier Daniel Dubois. On a l'impression que Daniel Dubois, il n'existe pas. C'est fou, hein, ce mec, il n'arrive pas à gagner le cœur du très grand public, on va dire. Parce que ils ont quand même un champion du monde poids lourd, mais personne ne le voit vraiment comme la relève de Fury Joshua, alors que c'est une continuité totalement logique vu son âge, vu qu'il est champion aussi. Mais je peux comprendre, et pour moi, ça restera quand même les Good. Tu vois, c'est lui, et j'ai hâte qu'il revienne. Voilà, petit mot sur cette soirée de Liverpool. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres choses que vous auriez à dire là-dessus. Maintenant, Nick Ball et Naoya Inoue, pourquoi j'en parle? C'est parce qu'ils se sont un peu échangés des politesses sur Twitter. Bon, à voir. Moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. C'est ce qui manque un peu à des profils comme les profils clairement de la boxe japonaise, les grosses têtes. Ils n'ont pas ce truc un peu d'aller échanger avec les autres boxeurs dans le monde. Ça, les Américains le font très bien, le font peut-être un petit peu trop, mais eux, ils ont vraiment ça de se citer, de se nommer. Regardez un Terence Crawford. Il n'hésite pas à commenter tout ce qui se passe dans la boxe. Et c'est bien pour faire parler de lui. Bah tu vois, Naoya, c'est un peu ce qui lui manque. Et là, j'ai trouvé ça cool qu'il y ait un peu ce petit échange entre eux. C'est pas allé très très loin, mais il y a eu un petit peu des politesses qui ont été échangées. Et je trouve ça cool. Maintenant, je vais passer à la soirée en Floride, où on avait donc le retour de Berlanga. Alors, il faut que je... Ah là, j'ai pas vu Jamel Ortiz. Ah, j'ai oublié qu'il y avait ce combat-là. Faudrait que je le regarde. Parce que ça m'intéresse. J'aime bien la boxe de Jamel Ortiz. Mais bref, du coup, ça, je l'ai pas vu. Je vais d'abord parler du main event. Austin Williams qui affrontait Patrice Volny. Alors Patrice Volny, je dois vous avouer que je connaissais de nom et j'avais entendu une interview de lui il y a quelques années sur la chaîne YouTube du Captain Crochet. Et j'avais trouvé Patrice Volny très sympathique, très 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 sympathique. Mais j'avais pas eu l'occasion de suivre sa carrière, hein. Je vais pas faire semblant, je me suis pas du coup mis à le suivre absolument. Je l'ai trouvé fort sympathique et je me disais, bon ben si un jour j'ai l'occasion de voir un combat de lui, bah tant mieux. Et ben là c'était l'opportunité, je me suis dit, ah bah c'est cool, depuis le temps, ça y est, il a une grosse affiche, il est main event, un combat en plus avec enjeu. Je connaissais pas non plus Austin Williams, donc j'ai découvert un peu les deux. Alors je dirais pas que c'est le combat qui m'a le plus marqué sur ces derniers mois, mais c'était un combat très sympathique et assez serré. Je me demande un peu comment vous l'avez scoré ce combat-là, mais à la fin j'attendais, je me suis dit bon, la décision, ça m'étonnerait pas que ça penche d'un côté ou de l'autre ou qu'il y ait match nul. D'ailleurs le commentateur avait un match nul à l'écran, il scorait un match nul lui. Bon, j'ai trouvé que c'était un bon combat, une belle opposition. J'ai trouvé que Patrice Volny était dans son combat, il a gardé... Il est vraiment peut-être un petit peu trop prudent, tu vois, dans le sens à trop vouloir bien faire. Tu vois, j'ai trouvé qu'il a un peu trop fermé son jeu, et à trop vouloir bien faire, peut-être que ça a manqué pour convaincre un peu les juges. Tu vois, parfois, il faut savoir un peu salir son jeu pour aller arracher tu vois, cette impression au juge de, ah, là il a nettement fait la différence. Tu vois, il restait propre, il touchait, il était efficace, il prenait pas beaucoup de coups, mais au final Austin Williams, lui, il a fait ce petit truc, ce petit plus d'aller chercher un peu plus l'échange, d'envoyer, de mettre dans le dur Patrice Volny, et c'est là où je me dis, ah, peut-être qu'il aura ce regret là de se dire je pouvais en faire un peu plus, tu vois. Après, je peux comprendre, tu vois, il est resté un peu dans une phase où il se dit à un tel niveau, il faut surtout pas faire d'erreur, mais à trop pas vouloir faire d'erreur, ça peut se retourner contre toi. Je sais pas si ma vision de ce que je dis, elle sera parlante pour vous. Je vous avoue que en ce moment, je suis un peu KO. Donc, même là, de parler face au micro, je sais pas, je me perds un petit peu dans ce que je dois dire. Donc, j'espère que je suis assez clair. Je suis tout à fait, je suis tout à fait honnête avec vous. J'ai un peu cette crainte-là de ne pas me faire entendre. Mais pour moi, c'est pas parce que Austin Williams il était nettement meilleur que Patrice Volny. Tu vois, je me suis pas dit
ouais, c'est un crack et non, Volnis, c'est trop dur pour lui d'avoir ce combat. Tu vois, j'ai pas ressenti ça. Même par moments, je me suis dit, Williams, il y a des moments où il est piqué par un coup et je me dis, peut-être que là, si Volny il lâche un petit peu les chevaux, peut-être que Williams il finit pas le round. Tu vois, j'ai eu ces moments où je me suis dit, alors que du côté de Williams, j'ai pas senti qu'il a mis tant que ça Volny en danger. Tu vois, et où je me suis dit, ouais, là, il est vraiment touché, oh, ça peut être dur, attention, il faut vraiment qu'il reste prudent. J'avais pas ce sentiment du côté de Volny. Bon, voilà, ça restera mon sentiment sur le combat. Bon, maintenant, on va parler d'Edgar Berlanga, parce que voilà, il faut parler des noms. Berlanga, je sais même pas quoi en dire aujourd'hui. Après, il n'a pas été affreux contre Canelo, hein. On va pas se mentir, il n'a pas été affreux contre Canelo. Faut que j'arrête avec mes phrases, on va pas se mentir. Bref. Bon là, en fait, c'était... En fait, je me disais avant le combat, ils ont pris ce mec pour qu'il ait à nouveau son KO au premier round. Ça fait longtemps qu'il n'a pas eu son KO au premier round, ça lui manque. Voilà, c'était un peu comme ça qu'il s'était fait un nom. Attendez, je vais voir la dernière fois qu'il a fait un KO au premier round. C'était en 2020. Voilà, 2020, il fait un KO au premier round. Ouais, bah c'est ça, c'était la dernière fois. Et après 2020, c'était terminé. Finito les KO au premier round. C'était la fin de sa... Une fois qu'il a fini son truc, il ne l'avait plus fait. Donc voilà, c'était on lui met un adversaire, tu vas retrouver ton KO au premier round. Il prend un soi-disant invaincu. Le mec, il était en poids moyen il y a encore 3 mois. Quand tu vois son physique, tu te dis mais c'est pas possible. Le mec, il avait décidé d'arrêter la boxe et il était devenu cuistot. Sans être méchant, mais faut pas déconner les gars. Berlanga, il fait même pas le poids. Bref. Bon, après, il était Jonathan Gonzalez-Ortiz. Certes, il fait qu'un round. Enfin, même pas un round. Mais c'est un mec qui savait boxer. Tu vois, il était là, il savait boxer, il n'y a pas de souci. Mais je suis navré, mais il est arrivé avec la même condition physique que Martin Bacolé. Hein. Faut pas déconner. Et lui, son combat, il était prévu à l'avance. Hein. Parce que j'ai vu des gens qui le défendaient un peu. Mais les gars, il a pas appris hier qu'il avait le combat. Il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a dit ouais, mais c'est comme plein de boxeurs, ils acceptent le chèque et ils y vont. En gros, oui, d'accord, il y a plein de boxeurs, mais les boxeurs dont tu parles, ils ont quand même un minimum de conditions, ils sont préparés. Certes, ils y vont sans les moyens d'un Berlanga, ça c'est totalement vrai. Mais c'est pas des mecs, ils sont pas appelés la semaine d'avant. Berlanga pour son retour, c'est un moment que c'est prévu. Ils ont préparé le truc, tu vois. Le mec, il sait depuis plusieurs semaines qu'il a ce combat-là. Là, je suis désolé, on aurait dit vraiment qu'il arrivait depuis la veille. Bref. Allez, je m'éparpille trop. Le sujet, en fait, on s'en fout. Il a fait son KO au premier round. Voilà, elle était contente, t'as eu ton KO au premier round. Maintenant, mec, il appelle déjà une revanche contre Canelo. Calma, Berlanga, calma. Qu'est-ce que tu me racontes là? Par contre, je crois qu'il a cité Caleb Plant, parce que je sais que Plant l'a pas mal provoqué sur les réseaux. Et là, moi, je suis partant. Berlanga versus Plant, moi je suis complètement partant. Et c'est là qu'il faut qu'on parle de cette catégorie des super moyens, parce qu'aujourd'hui Berlanga il est en 8ème position. C'est-à-dire que William Skull sur BoxRec il est derrière Berlanga, alors qu'il est champion William Skull. Mais on a devant lui, on a Jem Munguia, on a Kevin Lelesajo, Caleb Plant, Osleis Iglesias, Diego Pachenko, Christian Mbili, et enfin Canelo Alvarez. Donc là, il faut que ces mecs s'affrontent. Jem Munguia, normalement, il va faire la revanche contre Bruno Suras. Ok, donc lui, on le met de côté, c'est normal, il veut venger sa défaite contre Bruno Suras. La vengera-t-il? On l'espère pas, enfin en tout cas moi j'espère pas. Mais là, il faut que ces mecs s'affrontent. Si tu me fais un Berlanga Plant, super. Là, on parle de Sergio Iglesias dans la même carte que Mbili Pacheco. Magnifique. Alors, moi, je me suis pas exprimé sur Mbili Sadjo parce que il y a aucun moment où j'y ai cru. Voilà, je vous le dis. Les gars avec qui j'ai échangé en privé, des potes avec qui on parlait en privé, je leur disais moi, tant qu'ils sont pas sur le ring, j'y crois pas. Même quand il y a eu les annonces que c'est bon, les enchères étaient faites et tout, j'ai dit les gars, moi j'attends qu'ils soient sur le ring. Bon, il s'avère que, voilà. Et alors, la pire com, c'est que je crois que le promoteur de Sadjo a dit mais pourquoi ils se sont engagés avec nous pour Iglesias? Parce que Iglesias et Mbili, c'est monté par la même société. Hein. Ils ont dit mais pourquoi ils sont engagés avec nous pour Iglesias? Parce qu'il n'y aura pas plus de garantie
que pour Mbili. Super, meilleur com. Alors toi, tu sais te vendre. Hein. Oh là là. Enfin bref, allez, vas-y, je vais même pas rentrer là-dedans. C'est juste que c'est dommage en fait. C'est dommage parce qu'on passe à côté de super combats. Après, c'est leurs histoires. Moi, je suis pas là moi, je suis là juste pour commenter ce qui se passe. Laissez-moi tranquille. Je commente les faits. Voilà. Et moi, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut en arriver là. Mais bref, vas-y, peu importe. Si la soirée se fait, Bilim Pachenko et Iglesias Sadjo, magnifique. Je suis un peu plus confiant pour Mbili que pour Sadjo. Mais je serai à fond pour les deux. Voilà, je serai à fond pour Mbili et pour Sadjo. Voilà, donc là, c'est bien. En tout cas, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui peuvent se faire. Enfin, il y a des choses qui se passent. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. C'est-à-dire que là, tout ce que je dis, c'est hypothétique. Et le seul mec qui est dans le top 10 là, et qui potentiellement pourrait faire des gros combats, mais c'est quasiment signé, c'est Munguia. Mais il fait une revanche contre Bruno Suras. Donc c'est même pas dans la course à un combat contre Canelo. Voire une revanche contre Canelo. Parce que Munguia et Berlanga, si demain on nous sort une revanche contre Canelo, bon. Si demain Canelo, après Skull, il nous fait encore... de toute façon, je pense que c'est ce qui va arriver. Hein, parce que là, si Canelo, il prend Skull, c'est-à-dire que c'est un mec qui est vraiment classé dans le top 10 mondial des super moyens, derrière, les gars, oubliez. Hein, derrière, il va nous sortir des affiches de stars. C'est-à-dire Chris Eubank Jr., c'est-à-dire Terence Crawford, voilà, c'est ça, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Hein. Et c'est dommage. C'est pour ça que ce qui est un peu emmerdant avec le fait qu'il va récupérer son titre IBF, c'est que, ok, Canelo aujourd'hui veut faire ses super combats, ok, voilà, t'as signé avec les Saoudiens, c'est très bien. Mais merde, fais que les titres, ils puissent au moins se redistribuer, que dans cette catégorie des poids super moyens, ça pousse un peu les mecs à s'affronter, parce que moi je peux les comprendre que tous les gars qui sont dans le top 10 là, tous les gars qu'on vient de citer, bah aujourd'hui, ils n'ont pas envie de prendre le risque de s'affronter entre eux sans une ceinture à la clé. Si tu mets une ceinture à la clé, ils vont y aller, les gars, parce que là, ça prend un autre sens, le combat. Parce qu'au-delà du financier, tu as l'enjeu de la ceinture. C'est une chance mondiale. C'est pas pareil pour un sportif, pour un boxeur. Mais le problème de Canelo qui aujourd'hui a privatisé les ceintures, bah c'est que on peut pas avoir ces combats-là. Les mecs, ils vont pas se donner ces combats-là parce qu'ils ont quasiment aucun intérêt à s'affronter aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut que les titres de Canelo, ils circulent à nouveau. C'est hyper important. Parce que Canelo, il prendra plus des challengers légitimes. Et puis, quand tu réunis les 4 ceintures, c'est compliqué sur plusieurs années de conserver, de prendre tous tes challengers. C'est difficile. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait une ou deux ceintures qui continuent à circuler. Et après, je sais pas, tous les 3-4 ans, boum, on fait le super fight pour tous les titres. Voilà, c'est comme ça, les ceintures elles circulent, les mecs, ça les pousse à s'affronter, c'est bien. Bon, allez, je me répète, vous m'avez compris, ça sert à rien que je vous dise 50 000 fois la même chose. On va passer maintenant au combat du week-end. Alors, à surveiller, en Australie, donc le 22 mars, on aura Kambosos Jr. qui fait son retour, hein, voilà, et qui affronte Daud Yordan. Je connais pas. Gros palmarès en tout cas, chez les super légers. Moi, ce qui m'intéresse le plus finalement dans cette carte en Australie, c'est Sky Nicholson qui va défendre sa ceinture WBC des poids plumes contre Tiara Brown. J'aime beaucoup Sky Nicholson. Depuis quelques temps, là, je me suis vraiment pris pour cette boxeuse, donc j'ai hâte de voir ça. Et l'autre événement, Sébastien Fundora qui affronte Shordal Booker et qui défend sa ceinture WBC WBO. Alors, quoi dire Shordal Booker qui est 40e box rec et qui va avoir une chance pour 2 ceintures mondiales dans une catégorie des super welter où il y a de quoi faire des gros combats. Et là, il y a une grosse frustration de ma part et j'aimerais beaucoup avoir votre opinion parce que dans cette catégorie super welter, on a eu l'arrivée de Terence Crawford qui aujourd'hui pourrait prétendre à 2 nouvelles ceintures s'il affrontait Fundora. 2 nouvelles ceintures. Donc il serait à un pas de la reconquête d'une 3e catégorie de poids. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne va pas vers ça? On a Vergil Ortiz Jr., on a Murtazaliev qui est champion, on a Zayas, on a Kesserman, même Kesserman qui vient de revenir, on a Madrimov, voilà. Certes, il a perdu Madrimov, mais c'est un super combattant. Moi, j'ai encore envie de le voir boxer. Donc, Fundora qui combat contre je sais pas qui, bah c'est frustrant, c'est hyper frustrant. Je sais pas, je trouve que c'est dommage en fait qu'il y ait des catégories comme ça où parce que Terence Crawford, on lui fait miroiter un combat contre Canelo qui peut-être n'arrivera jamais, les gars. Qui est-ce qui vous dit aujourd'hui que le combat il va se faire? Et si le combat il se fait pas, s'il n'est pas annoncé directement après le combat de Canelo Skull, tu vois,
Ça veut dire à 37 ans, Crawford, il aura perdu un temps précieux. Un temps précieux où il peut encore un peu plus installer sa légende. Mortazaliev, qui va l'affronter? On dirait, moi je pense qu'ils vont tous l'esquiver. Hein. Donc moi je trouve que c'est un peu frustrant, c'est un peu dommage. Et je me dis, Errol Spence Jr., on n'a toujours pas de nouvelles de lui. Qu'est-ce qu'il devient? Parce que c'est lui qui aurait dû prendre... Parce que, tu vois, au moins Errol Spence Jr., même si en termes de justification sportive, de se dire, voilà, il monte, il revient d'une défaite, il monte, il a directement une chance mondiale, pour 2 ceintures en plus, tu vois, tu dis sportivement, mais c'est pareil que le combat qu'on a là, hein. C'est un peu c'est un peu la même sauce, hein. C'est un peu la même limonade, mais au moins t'en as un nom. Donc, je trouve ça dommage parce que aujourd'hui, c'est certainement l'une des catégories. Enfin, ça a toujours été en vrai les super welter. Enfin, toujours été. Ça fait des années que les super welter c'est une catégorie hyper intéressante. Les combats sont spectaculaires et on a beaucoup de mal dans cette catégorie-là à avoir un champion qui réunifie totalement et qui s'installe comme le champion. Et malheureusement, le dernier qui l'avait fait et directement après il est parti en sucette, c'est Jermel Charlo. Et après il part en sucette en montant affronter Canelo. Donc en fait on a déjà eu le coup avec Jermel, qui au moment où on a enfin un champion qui réunit toutes les ceintures, et qu'on se dit ah bah voilà maintenant il va défendre des titres, ça y est on a un boss et on va voir s'il y reste, combien de temps il reste le boss de cette catégorie. Bah c'est déjà Canelo qui nous a tout foutu en l'air. Et on risque d'avoir exactement la même chose avec Canelo Crawford, avant même que Crawford ait réuni toutes les ceintures. Et c'est ça qui est super frustrant. Et en même temps, je comprends Crawford qui a cette envie d'avoir son super combat contre Canelo, je le comprends. C'est entendable. Et puis, il y a même nous, on a une petite excitation malsaine de voir ça, Canelo Crawford. On a une petite excitation, c'est vrai. Mais si on se base sur le sportif, bah, c'est hyper frustrant. Parce que cette catégorie-là, du coup, il se passe rien. Parce que voilà, cette défense de Fundora, on va rader parce qu'on aime bien Fundora. Mais... Enfin, je sais pas, il y a un truc qui bloque, tu vois. Il y a un truc qui bloque et on a vraiment l'une des meilleures KT. Ouais, franchement, l'une des meilleures KT en termes de comment c'est relevé, comment c'est ouvert, comment tout peut se passer. Et ben on dort un peu. On dort un peu. On pensait qu'avec l'arrivée de Crawford, c'est bon, ça allait redynamiser la catégorie, tu vois. Un peu comme quand Canelo a été monté chez les super moyens. Ça a complètement relancé la KT. Hein. Est-ce que vous suiviez les super moyens avant la montée de Canelo? Il y a de fortes chances que non. Hein. Il y a de fortes chances que vous ne suiviez pas, et voilà. Et c'est vrai qu'il a fait relever le niveau, Canelo, quand il est monté. On espérait la même chose avec Crawford, et puis non. Donc voilà, c'est un peu... Je ne sais pas trop quoi en penser, à part que j'ai une grande frustration, et que je commence à être un peu blasé de ce qui se passe là, dans cette catégorie. Je vais regarder Fundora, hein, je vais regarder. Mais je t'avoue que là, le week-end prochain, j'attends plus le combat UFC de Morgan Charrière, combattant français qui va combattre à Londres. J'attends plus son combat à lui que la défense de 2 ceintures mondiales de Fundora chez les super welter. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Je devrais largement plus attendre le combat de Fundora. Même si j'aime bien Morgan et que je suis sa carrière comme je suis les Français. Moi, je te disais que je regardais France-Écosse. Je suis pas un fan de rugby. Je suis pas un fan de rugby. Mais je suis les Français. Mais en vrai, moi, je suis un fan de boxe. Le combat de Kesterman, de Fundora, je devrais l'attendre impatiemment. Je devrais attendre que ça, là, le week-end prochain. Je dirais, ah, putain, c'est Fundora qui va défendre ses 2 ceintures et tout. En plus, je l'aime bien, Fundora, il est attachant, il a un physique atypique. Et je suis là en train de vous dire, franchement, il va affronter un mec que je connais pas du tout. Puis j'ai pas envie Franchement, ça me donne pas envie. Bref, voilà, les gars. Un peu frustré, un peu désolé, un peu aigri à la fin de ce podcast. Mais écoutez, au moins vous avez tout ce que j'ai sur le cœur. Est-ce que je suis trop fatigué? Dites-moi. Dites-moi, JC, t'abuses, t'es fatigué, calme-toi, les combats ils arrivent, c'est bon. Vous avez le droit de me reprendre, de me reprendre en main. Voilà, de me mettre un petit taquet derrière la tête, en toute gentillesse. On me dit allez, JC, allez, ressaisis-toi. Allez, je vous dis à la prochaine. Fighting.